Eh bien salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez moi, ça va très bien, mis à part le fait qu'il fait extrêmement chaud dans le sud, donc c'est un petit peu la galère pour tourner la vidéo, mais c'est pas grave, hein, j'ai quand même envie de parler de One Piece parce que le chapitre qui est sorti aujourd'hui, le chapitre 1058, eh bien il était très très cool et donc eh bien on va en parler comme chaque semaine. Bref, c'est parti. Alors ce chapitre 1058, eh bien écoutez mes amis, c'est un chapitre très sympathique, c'est un chapitre qui est un petit peu, vous savez, le chapitre habituel, c'est-à-dire le chapitre qu'on retrouve après chaque fin de gros arc, le chapitre dans lequel on a la révélation des nouvelles primes de notre équipage au chapeau de paille. Donc on a toutes les nouvelles primes, et puis il y a aussi d'autres choses qui sont passées dans le chapitre et qui sont un petit peu plus, voilà, qui vont peut-être nous faire réfléchir, nous faire théoriser peut-être sur certains trucs aussi. Mais d'abord, parlons des primes un peu de nos Mugiwara. Bon alors forcément, la plus haute, c'est celle de Luffy, 3 milliards mes amis. C'est énorme, 3 milliards, c'est énorme. Mais ça pour le coup, on le savait déjà, elle nous avait déjà été annoncé la fois où on avait appris que Luffy était un empereur, donc ça on le savait déjà. Ensuite, et c'est logique, c'est le second de l'équipage, donc Zoro qui a la plus haute prime, suivi de Jinbei, de Sanji, de Robin si je dis pas de bêtises. Bref, on connaît donc toutes les primes de chaque Mugiwara, mais c'est pas tellement le fond qui m'a fait kiffer, c'est plus la forme, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le prix qu'à leur tête qui m'avait intéressé, mais plus la façon dont ça avait été annoncé, enfin la façon dont ça a été présenté. J'ai trouvé ça super drôle, c'était tellement bien amené, c'était vraiment la vibe One Piece, vous savez, la vibe un petit peu à l'ancienne, quand One Piece était drôle, c'est toujours drôle, mais là c'était vraiment comique, la façon dont était annoncée chaque prime, et ça m'a fait trop kiffer. Par exemple, un truc tout bête, mais le fait que la prime de Franky, ça soit la tête du Sunny, mais ça me foudroie en fait. Je trouve ça incroyable. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai kiffé dans la partie des annonces de primes. C'est vraiment le fait que tout soit traité avec humour. Le fait que Chopper, sa prime augmente que de 900 berries, ça me tue aussi, c'est incroyable. Bon, en vérité, j'aurais bien aimé que sa prime soit un petit peu plus élevée, parce que c'est quand même un personnage que personnellement, j'affectionne énormément. Je pense que ça se voit, il est juste là derrière moi. Donc je l'aime beaucoup, Chopper. Et le fait qu'il ait une prime si peu élevée, je suis en mode, bon, les refs, quand même, c'est un personnage important, il sait se battre, il sait soigner les gens, c'est quand même pas un personnage à négliger. J'ai quand même l'impression que la marine, ils s'en battent les couilles de Chopper. Il fait quand même partie des 9 commandants de l'équipage au chapeau de paille. C'est pas censé être n'importe qui. Mais bref, moi, ce que j'ai vraiment kiffé dans tout ça, c'est la façon dont ça a été traité. Comme je vous dis, le fait que ça a été traité avec beaucoup d'humour, c'est ça qui m'a fait kiffer. Et vraiment, comme je vous dis, j'ai ressenti la vibe One Piece, tu vois. J'étais... Voilà, pour moi, c'est ça One Piece, tu vois. C'est un fond sérieux, mais traité avec humour, et je kiffe, je kiffe. Mais le chapitre ne s'est pas résumé à ça, et il s'est passé plein d'autres trucs dans ce chapitre 1058. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, donc de la semaine dernière, je vous avais dit que peut-être dans ce chapitre, on allait entendre parler de Barbe Noire, parce que c'est le seul empereur dont on n'avait pas encore entendu parler, que à chaque fin d'acte de Wano, le chapitre qui suivait, Barbe Noire avait fait une apparition, mais j'avais dit aussi que ça m'étonnerait qu'il apparaisse, parce que même si les probabilités auraient voulu dire que Barbe Noire allait apparaître, je trouvais que ça n'avait pas forcément de sens, étant donné que là, on nous présentait l'arc comme un arc qui allait surtout s'intéresser à l'armée révolutionnaire et à Baggy le clown. Eh bien écoutez, ça n'a pas raté. Dans le chapitre, on va nous parler de l'armée révolutionnaire et de Baggy le clown. On va commencer par Baggy parce que honnêtement, mais quelle fraude ce personnage, mais quelle fraude! On apprend du coup que la Cross Guild est en fait une société créée par Crocodile et Mihawk et pas du tout par Baggy. En fait, l'équipage de Baggy est tellement stupide, mais il est tellement bête cet équipage que comme c'est eux qui ont imprimé les affiches, et ils ont cru que leur chef était le suprême leader et du coup ils l'ont mis en tête d'affiche. Et en fait pas du tout, c'est juste une merde, ça me tue. Mais par contre dans ce passage on a un truc très très intéressant, c'est que du coup on en apprend un petit peu plus sur Mihawk, Crocodile, la relation qu'ils ont ensemble, ainsi que la relation qu'ils ont avec Baggy du coup, et on apprend surtout que la prime de Mihawk est plus élevée que notre petit Luffy qui est empereur. Et ce qui fait plaisir à Mihawk, c'est que justement, lui, il est content que Baggy soit en tête d'affiche, parce qu'il se dit, au moins comme ça, je ne suis pas dans le viseur direct de la marine, on ne m'a pas nommé empereur, je suis heureux parce que j'ai envie de me la couler douce. Mais ce qui est très intéressant par rapport à Mihawk, et je pense que ça va faire honnêtement plaisir à beaucoup de personnes qui adorent ce personnage, et personnellement, j'en fais un petit peu partie, parce que c'est vrai que j'ai vu
quand il y a eu l'annonce de Baggy, comme quoi Baggy était le chef de Crocodile et Mihawk, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode mais what the fuck, c'est quoi cette merde, pourquoi Crocodile et pourquoi Mihawk qui est censé être ultra puissant, il est à ses services. Maintenant on comprend un petit peu mieux, donc je pense que ça fait plaisir aux gens qui kiffent Mihawk, mais surtout ce qu'on nous a dit, et la marine l'a répété, c'est que Mihawk est plus fort en technique de sabre que l'empereur Roux. Et en fait le fait qu'il précise que Mihawk est plus fort que Shanks au sabre, à mon avis, ça nous tease un combat entre Mihawk et Zoro, mais tellement, c'est tellement visible, ça se voit, tu vois, il reprécise que Mihawk est hyper fort au sabre. Et à mon avis, il va y avoir un combat avec Zoro, donc dans cet arc, c'est sûr à 100%, quoi. En tout cas, si c'est le cas, j'ai vraiment trop hâte. Puis j'aimerais bien que Crocodile, tu sais, il recroise les Mugiwara et qu'il nous lâche son petit... Oh, ça Shibulidana. Comme ça, là, sorti de nulle part, ouais, je kifferais sa mère, ça serait incroyable. Du coup, on en a vraiment appris beaucoup plus sur la Cross Guild, quels étaient leurs objectifs et le danger que représente la Cross Guild pour la marine, parce que la marine le répète, c'est le plus grand danger pour eux, le fait que leur tête soit mise à prix, ils se retrouvent chassés, c'est les chasseurs chassés. Et le fait que cette organisation soit l'organisation la plus dangereuse pour la marine, ça me fait dire que peut-être que d'autres pirates vont peut-être rejoindre cette société en se disant bon bah let's go, c'est une société qui est énorme, peut-être qu'en les rejoignant on va peut-être réussir à battre la marine, donc je me dis que ça se trouve il va peut-être y avoir d'autres pirates qui vont les rejoindre. J'ai hâte de voir la suite parce qu'à mon avis ça promet du lourd. Et en vérité le cerveau vraiment de l'opération, le cerveau de cette organisation, c'est Crocodile, c'est lui qui a voulu créer cette société, mais du coup quel est son objectif ultime avec cette société, quel est son but? Parce que Crocodile il dit à Hawks quand il l'appelle qu'il aimerait créer une organisation qui n'aurait pas peur de la marine, tu vois, mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce qu'il a envie de créer une société puissante pour faire quelque chose en plus, tu vois? Peut-être, on ne sait pas. Et la dernière partie du chapitre va vraiment s'intéresser à l'armée révolutionnaire, et vous le savez, moi, ça me fait extrêmement plaisir, parce que l'armée révolutionnaire, je trouvais jusqu'à présent dans One Piece que c'était vraiment un truc de l'ombre, c'est-à-dire, et c'est normal, que c'est un truc dont on n'a quasiment pas parlé en fait. C'est une armée révolutionnaire, c'est censé être un des plus grands dangers du monde de One Piece, puisque Dragon est considéré comme étant l'homme le plus dangereux au monde, et pourtant, eh bien, on n'en entend quasiment pas parler depuis plus de 100 tomes. Genre, One Piece, ça fait 100 tomes quand même, et on n'en entend quasiment pas parler. Donc je suis content que de plus en plus, on ait des trucs en rapport avec l'armée révolutionnaire, parce que je kiffe en fait. Mais en vrai de vrai, on n'a pas non plus beaucoup de planches sur l'armée révolutionnaire, mais on a quand même quelques petits événements qui sont plutôt cool, et qui peuvent nous faire réfléchir, nous faire poser certaines questions. Alors on l'avait appris dans les chapitres précédents, Sabo a tué le père de Vivi, il a tué le roi d'Alabasta. Mais là où il y a un truc très étonnant dans ce chapitre, c'est que Dragon, lui, eh ben il n'est pas content du tout en fait. Il est content que Sabo aille bien, même s'ils savent pas vraiment où il est, mais par contre, il le dit haut et fort, si Sabo a réellement tué le roi d'Alabasta, il ne lui pardonnera jamais. Jamais. Je sais pas vous, quels sont vos avis, moi perso j'en ai discuté un petit peu avec Shiro, avec Takiro, on n'était pas forcément d'accord sur les mêmes choses. Moi je pense qu'il peut y avoir deux raisons. La première serait que par X ou Y raison, Dragon connaissait bien le roi d'Alabasta et était potentiellement ami avec lui, ou ils avaient eu quelque chose ensemble, je sais pas, mais il y a peut-être un truc qui fait qu'ils étaient liés par un quelconque quelque chose, je ne sais pas, tu vois. Peut-être que Dragon connaissait bien ce roi, et que du coup, bah, ça lui fait de la peine de voir son ami mourir. Peut-être. La deuxième possibilité serait qu'en fait Dragon est un révolutionnaire, oui, mais il ne veut pas faire comme la marine. Il ne veut pas tuer, il ne veut pas séquestrer, il ne veut pas faire de mal. Surtout qu'en vérité, le roi d'Alabasta, bah c'est tout sauf un homme tyrannique. Ce n'est pas un dragon céleste. Et pourtant, ils auraient peut-être pu le devenir. C'est un roi qui est entièrement dévoué à son peuple. Et finalement, bah, l'armée révolutionnaire, elle est dévouée à qui? Elle est dévouée au peuple. Ils se battent pour le peuple. Et du coup, peut-être que Dragon le considérait un peu comme son égal, tu vois. Peut-être pas son égal, mais vous voyez ce que je veux dire? Un mec qui a un petit peu la même philosophie que lui. Donc en fait, ça peut même être pour trois raisons différentes. Peut-être qu'ils se connaissaient, ou peut-être que juste Dragon le respectait parce qu'il avait les mêmes valeurs que lui, entre guillemets, ou peut-être que juste, bah, en tuant un roi qui est quand même assez connu, eh bien Sabo fait tâche. Il fait tâche pourquoi? Parce que Dragon n'a peut-être pas envie que l'armée révolutionnaire soit considérée comme des méchants auprès du peuple, mais comme des gens bons. Et là, forcément, en tuant le roi d'Alabasta, bah, ils vont se mettre Alabasta à dos, parce que Alabasta aime son roi. Bref, je pense que c'est une de ces trois raisons. Alors peut-être que c'est les trois en même temps, peut-être que c'est juste deux d'entre elles, peut-être juste une d'entre elles, mais je pense qu'il y a un truc comme ça, tu vois, un truc de... C'est un roi qui
œuvrait pour son peuple, c'est un roi qui a les mêmes valeurs que nous, mais en plus de ça, bah, le tuer, ça fait tâche, parce que du coup, on va passer pour des méchants auprès d'un des royaumes. Bref, je pense que tu vois, c'est un gros mélange de plein de trucs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que je suis pas si loin que ça. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'à la toute fin du chapitre, Sabot appelle sur l'escargophone. Il fait oui, allô, c'est moi, c'est Sabot. Et là où c'est très cool, c'est que tout à la fin du chapitre, il y a un petit écriteau tout en bas avec écrit quelles vérités vont être révélées. Oui, c'est vrai, quelle vérité? Parce qu'en vérité, bah on ne sait pas. On ne sait pas s'il a réellement tué le roi d'Alabasta. Est-ce que il l'a réellement tué ou est-ce que c'est la marine qui dit que Sabot a tué le roi d'Alabasta pour faire tâche justement sur l'armée révolutionnaire? Peut-être qu'il y a un complot, tu vois, je ne sais pas. En tout cas, ça on verra dans les chapitres suivants et moi j'ai extrêmement hâte de découvrir ces fameuses vérités. D'autant plus que maintenant c'est sûr, quand dans les chapitres précédents on nous disait qu'il faudra faire attention à l'homme, à la cicatrice de feu, bon c'est sûr qu'on parlait de Sabot. Et le dernier truc que j'ai trouvé plutôt intéressant dans ce chapitre, c'est la petite case où on voit Dragon parler à Kuma. Alors vous le savez, Kuma il avait été emprisonné, il avait fait esclave même pour les dragons célestes, et du coup l'armée révolutionnaire l'a délivré. Et là ce qui est intéressant, c'est que Dragon lui dit « Dis Kuma, qu'est-ce que tu as vu ?» Et Kuma lui répond juste « Comme vous me l'avez ordonné ». Alors, moi j'ai plusieurs questions. Est-ce que, on le sait, Kuma à la base avait intégré la marine pour les espionner? En fait, il a toujours fait partie de l'armée révolutionnaire. Et du coup, est-ce que, après, Dragon a ordonné à Kuma d'aller chez les dragons célestes pour se faire emprisonner, être esclave pour les espionner? Est-ce qu'il y avait un plan comme ça de Dragon? Est-ce que c'est lui qui l'a envoyé se faire prisonnier pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passait là-haut à la rêverie? Je ne sais pas. Mais en même temps, je me dis que Kuma, est-ce qu'il a réellement des... Parce que c'est un cyborg maintenant, on sait même pas s'il a toute sa conscience, tu vois. Donc est-ce qu'il pourrait réellement faire ça pour quelqu'un, aller quelque part espionner pour quelqu'un? Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Mais il dit quand même, comme vous me l'avez ordonné. Donc ça veut bien dire qu'il a reçu un certain ordre de dragon. Et comme je dis, c'est un cyborg qui n'a plus de conscience. Enfin, on sait pas trop, mais... Je crois qu'il n'a plus de conscience quand même. Maintenant, il est un peu détraqué quand même. Donc, tu vois, est-ce qu'il serait capable de suivre un ordre qu'on lui a donné? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Kuma, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un personnage un petit peu atypique, qui a vécu plein de trucs un peu brossons. Donc, j'aime bien ce perso et j'aimerais bien savoir vraiment ce qui lui est arrivé à la rêverie, savoir ce qui s'est passé avec les dragons célestes. J'ai envie de tout connaître sur lui, tu vois. Bref, voilà en règle générale ce que j'ai pensé du chapitre. Chapitre, honnêtement, très très cool. On nous a parlé des primes des Mugiwara, c'était très drôle. On a vraiment appris ce qui s'est passé avec Baggy, Crocodile et Midok, c'était très intéressant. Et on en apprend un petit peu plus sur l'armée révolutionnaire avec toujours autant de mystères. Donc c'est extrêmement plaisant parce que ça nous tease un petit peu plus la suite. Et je pense que la suite va être exceptionnelle, en tout cas je l'espère. On se retrouve la semaine prochaine pour la review du chapitre 1059. Allez, tchuss!